le ton monte brutalement entre les grandes puissances. Depuis Pékin, Sergueï Lavrov affirme que les fondements des relations internationales sont soumis aux plus graves épreuves, tandis que Moscou et Pékin dénoncent la formation d'un nouveau bloc agressif dirigé contre la Russie et la Chine. Ukraine, Taïwan, mer de Chine méridionale, péninsule coréenne, Moyen-Orient, Venezuela, démantèlement de l'espace ASEAN et projet d'une nouvelle architecture de sécurité eurasienne. Cette rencontre révèle une coordination stratégique d'ampleur entre Moscou et Pékin face à ce qu'ils considèrent comme une reconfiguration hostile de l'ordre mondial. Sommes-nous en train d'assister à la préparation d'une riposte fracassante du front russo-chinois contre l'Occident collectif? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Votre nouvelle visite à Pékin, c'est notre première rencontre de l'année en cours, mais nous maintenons toujours des contacts historiques étroits et une coopération diplomatique. Dernièrement, sur fond d'une montée de la turbulence internationale, d'actions unilatérales et hégémoniques, on observe une profonde restructuration du système de gouvernance mondiale. La cause de la paix et du développement de toute l'humanité se heurte à des résistances. Dans un contexte international loin d'être simple, grâce à la direction stratégique du président Vladimir Poutine, les relations sino-russes avancent avec assurance envers et contre tout, et notre coopération multiforme ne fait que se renforcer face à diverses épreuves. Une coopération efficace sur la scène internationale et un soutien mutuel montrent au monde entier la voie juste et responsable à suivre en cette époque de changement. Cette année marque le 30e anniversaire des relations de partenariat et d'interaction stratégique, ainsi que le 25e anniversaire du traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération. L'année en cours se déroule également sous ce slogan, le début du 15e anniversaire. Nous devons saisir toutes les opportunités historiques et suivre l'appel de notre époque, mettre pleinement en œuvre les accords importants conclus entre les chefs des deux États, porter à un niveau supérieur le partenariat stratégique et la coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines. Nous devons incarner le multilatéralisme dans la réalité et contribuer à la formation d'un monde multipolaire. Je vous salue encore une fois, mon cher ami. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, cher ami, collègue, ami. En effet, c'est la première fois cette année que nous nous rencontrons en personne, mais il me semble que nous avons eu 4 conversations téléphoniques. Elles ont toujours été approfondies et détaillées. Et je ne doute pas que nous aurons encore cette année de nombreuses occasions d'échanger, ce qui nous permettra de préparer des décisions supplémentaires en vue de nouveaux contacts de nos dirigeants. Et ces contacts sont déjà précisément planifiés, et aujourd'hui nous en parlerons en détail. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, les fondements des relations internationales subissent des épreuves extrêmement difficiles. Regardons ce qui s'est passé au début de l'année en Amérique latine, au Venezuela, et ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. La crise ukrainienne que l'Occident a tenté de créer artificiellement afin, comme il l'a déclaré, d'infliger une défaite stratégique à la Fédération de Russie, est maintenant utilisée avant tout par les Européens, afin de commencer à élaborer des plans pour créer à l'ouest du continent eurasiatique un nouveau bloc agressif en y impliquant le régime ukrainien, avec pour objectif évident de diriger cette nouvelle entité contre la Fédération de Russie. Et si l'on parle de la partie orientale du continent eurasiatique, là aussi des jeux très très dangereux continuent de se dérouler. Et sur la question de Taïwan, ainsi que sur celle de la mer de Chine méridionale, la situation s'envenime également sur la péninsule coréenne et dans un espace qui, pendant de nombreuses années, a été un espace de coopération et de bon voisinage, ce que l'on appelle l'espace axé sur l'ASEAN.
On tente de le démanteler en créant des structures de petite géométrie de type bloc afin de contenir à la fois la République populaire de Chine et la Fédération de Russie, qui sont également voisines de cette région essentielle, de cette partie cruciale de l'Eurasie. Ainsi, l'ensemble de notre immense continent exige une attention constante et aujourd'hui, j'en suis certain, nous pourrons discuter concrètement. Nos actions concrètes s'inscrivent dans le cadre des initiatives avancées par le président de la République populaire de Chine concernant la sécurité globale et d'autres domaines, ainsi que dans le cadre de l'initiative du président Poutine sur la formation d'une architecture de sécurité eurasiatique pancontinentale. Je pense donc que notre rencontre est très opportune. Merci pour l'invitation et je suis prêt à un travail concret et fructueux. Les remarquables collègues de l'Institut d'économie mondiale et de relations internationales célèbrent un anniversaire. Et la question se pose, dans quelle mesure le produit intellectuel qu'ils créent, leur analyse, est-il utile pour la diplomatie pratique? Il est extrêmement utile. Notre ministère entretient traditionnellement des relations étroites avec tous nos instituts de recherche qui travaillent sur les questions de politique étrangère et d'économie internationale. Auprès du ministre des Affaires étrangères, il existe depuis longtemps, bien avant moi, un conseil scientifique qui réunit les directeurs de nos principaux instituts et bien sûr les dirigeants de l'IMEMO. Les relations s'expliquent avant tout par l'intérêt mutuel. La diplomatie pratique doit bien sûr s'appuyer sur nos traditions. Nous avons un héritage extrêmement riche qui remonte à l'Empire russe et même avant, à l'époque d'Ivan le Terrible et du prikaz des ambassades. Mais bien sûr, la diplomatie pratique, bien qu'elle soit très intéressée par les travaux analytiques, ne peut pas accomplir ce travail seule, car l'agitation quotidienne qui est présente d'une manière ou d'une autre sur la scène internationale la détourne de cette tâche. Il suffit de penser aux événements actuels qui obligent littéralement à consacrer tout son temps de travail aux affaires courantes, aux relations avec les pays impliqués dans ces conflits, et ainsi de suite. Mais pour nos collègues des instituts de recherche, la tâche principale reste d'analyser ce qui se passe. C'est pourquoi nous sommes intéressés par leur analyse sereine, non aggravée ni perturbée par la routine quotidienne. Ils sont intéressés par les conclusions factuelles que nous pouvons leur transmettre en nous appuyant sur des situations concrètes dans telle ou telle partie du globe où les intérêts russes se confrontent. C'est pourquoi pour nous, ce lien est très important et significatif. Les analyses situationnelles, les séances de brainstorming que nous menons en dehors des réunions du conseil scientifique permettent de trouver des solutions vraiment très intéressantes. D'ailleurs, ces analyses d'objets situationnels ont été introduites dans la pratique par nul autre qu'Evgueni Maximovitch Primakov, qui, déjà à des postes gouvernementaux, après avoir dirigé l'IMEMO, a promu de manière très productive toutes ces méthodes. Et elles restent toujours d'actualité. Dites-moi, alors, dans le monde actuel, qui donne l'impression d'avoir perdu la raison, la science peut-elle vous aider concrètement dans la diplomatie pratique? Est-elle capable de maîtriser le monde d'aujourd'hui? Eh bien, quant à savoir dans quelle mesure il est possible de maîtriser la situation actuelle, je pense que personne n'en est totalement capable. Personne ne peut s'en sortir seul ici. Aucun pays, aucun État, et encore moins une seule partie d'un État, en l'occurrence la science, ne peut y parvenir seul. Mais ce que je peux confirmer, c'est que la science aide réellement notre travail. D'ailleurs, l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou, MJMO, dont nous parlons actuellement à l'occasion de l'anniversaire de ce grand institut, a participé de manière très active à l'élaboration de toutes les versions de la conception de la politique étrangère de la Fédération de Russie depuis l'an 2000. Et cette tradition se perpétue. Et si un jour il faut, et il faudra sûrement préparer de nouveaux documents doctrinaux supplémentaires, nous compterons beaucoup sur l'aide de nos collègues du MJIMO, comme cela a été le cas, eh bien, avec les éminents représentants de cet institut, Nikolai Nikolaïevitch Inozemtsev, Sansanish Dinkin, Alexei Georgievitch Arbatov. Ce sont tous nos collègues très émérites et, à bien des égards, les co-auteurs de nos doctrines de politique étrangère.